Le plus souvent, le mandala a la forme d'une fleur, d'une croix, d'une roue, avec une tendance marquée à prendre le 4 comme base de sa structure. D'ailleurs, nous serons amenés également à étudier la quaternité en tant que grand symbole. Donc, la contemplation du mandala, ou l'apparition du mandala dans un rêve, de ce mandala que l'on retrouve dans le lamaïsme, dans le yoga tantrique, dans les dessins du Moyen-Âge comme nous venons de l'apprendre. Cette présence du mandala est un témoignage rassurant, absolu, certain, de la totalité du soi auquel parvient l'homme qui se réfère au mandala. Une autre notion que nous serons amenés à étudier dans nos émissions est la notion du numinosum. Le terme est de Rudolf Otto qui l'a utilisé dans son ouvrage Le Sacré. Et c'est un terme qui est formé à partir de la racine latine numen, être surnaturel. Il s'agit de la qualité de ce qui est indicible, de ce qui est mystérieux, de ce qui est terrifiant et dont l'homme peut faire l'expérience immédiate. Ceux, en effet, qui ont, par l'extase, pas, je pense aux grands théologiens, je pense aux saints, ceux qui ont, par la réflexion, je pense aux grands philosophes, approché du noumen, ont été effectivement terrifiés par l'aspect de celui-ci. Nous toucherons là, évidemment, à la notion divine. Et nous serons amenés ainsi à parler de la psyché, qui est la personnification de l'âme. À Monderos, elle symbolise justement la destinée de l'âme. Et il est bon ici que je vous lise ce que, dans l'ouvrage Ma vie, Jung dit de la psyché. Notre psyché est structurée à l'image de la nature du monde. Et ce qui se passe en grand se produit aussi dans la dimension la plus infime et la plus subjective de l'âme. C'est pourquoi l'image de Dieu est toujours une projection de l'expérience intérieure vécue lors de la confrontation avec un vis-à-vis très puissant. Celui-ci est figuré par des objets dont l'expérience intérieure est issue et qui, à partir de là, ont gardé une signification lumineuse, où il est caractérisé par sa luminosité et la force subjugante de celle-ci. Enfin, notre dernière émission étudiera l'homme et la femme moderne, avec la réintégration des opposés, la dualité du bien et du mal. En effet, nous vivons sur une civilisation qui a scindé, qui a pratiqué une dichotomie artificielle du bien et du mal. Or, il apparaît de plus en plus, à travers les complexités de la science, à travers les complexités de la vie moderne, que le bien est dans le mal et que le mal est dans le bien, et que l'homme futur va se trouver en face d'un choix capital qu'il ne pourra plus effectuer que seul, en dehors des institutions qui jusqu'ici le dirigeaient. L'homme et la femme moderne, donc, également la réintégration dans notre civilisation occidentale du féminin, et donc de l'inconscient et du sentiment, car notre civilisation occidentale a été presque uniquement basée sur la masculinité et la négation de la féminité. Également, pour l'homme moderne, réintégration de l'imaginaire, un imaginaire que nous avions presque totalement sacrifié dans notre vie et qui actuellement, à travers les affiches de la publicité, à travers la mode vestimentaire, réapparaît de façon très brutale. André Virel et le professeur Gilbert Durand de la faculté de Grenoble-Chambéry nous apporteront d'ailleurs leur témoignage à ce sujet. Dans le domaine des sciences mathématiques, des sciences physiques, lorsqu'une démonstration bien précise, probante, a été donnée à un théorème, à une proposition, ce théorème, cette proposition demeure inattaquable. Il n'en est pas de même
dans le domaine psychologique, qui est un domaine scientifique très vaste et que l'on commence seulement à aborder, que de découvertes à venir dans le siècle qui vient sur le psychisme de l'homme. Mais nous nous efforcerons dans cette émission, dans un pur souci d'objectivité, de donner la parole à des spécialistes qui ne sont pas d'accord avec certains aspects des conceptions jungiennes. Pour terminer ce rapide survol de l'œuvre de Carl Gustav Jung, je vous propose d'entendre un document que j'ai rapporté de Todtmoos Rütte en Forêt-Noire, en Allemagne. J'ai rencontré là le professeur von Durkheim. Nous nous sommes entretenus longuement de l'œuvre de Carl Gustav Jung et nous retrouvons le professeur Durkheim tout au long de nos entretiens. La réalisation du soi, basée sur l'expérience de quelque chose de transcendant, marque depuis toujours le chemin initiatique qui est le chemin du sage oriental. Ainsi que Jung, sans le savoir et sans le vouloir, un beau jour avait dépassé l'ordre des médecins et se trouvait, malgré lui, dans l'ordre des maîtres spirituels, ou ce qu'on appelle le gourou. Mais je me rappelle, au dernier congrès d'une société allemande qui a eu lieu il y a 2 ans, un hindou, le professeur Vasavada, qui lui-même était un élève de Jung, racontait qu'il a essayé maintes fois de persuader Jung qu'il avait dépassé le plan du thérapeute et était devenu un gourou, mais Jung ne voulait absolument pas l'accepter. Mais il n'y a rien à faire, Jung a dépassé le plan du médecin, aussi du psychothérapeute, en introduisant justement le terme du soi, et comme but de la thérapie, la réalisation du soi. Et voilà maintenant quelque chose qui est extrêmement intéressant de notre temps, et je crois qu'en général, on ne se rend pas compte de ce qu'il s'agissait, et de ce qu'il s'agit, que non seulement dans Jung, mais je le vois partout où je parle de ces choses, que l'homme occidental, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, s'ouvre au chemin initiatique. Et si vous me demandez qu'est-ce que ça veut dire le chemin initiatique, eh bien c'est justement le chemin intérieur basé sur l'expérience de la transcendance, partant de cette expérience et aboutissant, c'est ça le but, dans un état d'être grâce auquel l'homme est capable de témoigner de la transcendance dans son existence. Les Valkyries, les nymphes du palais d'Odin qui conduisent les guerriers à la guerre et qui se trouvent en tête des batailles, s'apparentent aux Amazones de l'Antiquité. Mais elles sont peut-être moins sauvages et moins cruelles que celles-ci. Mais elles possèdent la même ambiguïté. Elles représentent également l'aventure, la part d'aventure de l'amour, et puis cette lutte permanente qu'est l'amour avec des chutes, des extases, la vie, la mort.
Précisons que Carl Gustav Jung était un grand admirateur de Wagner. Nous allons maintenant essayer de situer dans le contexte historique la place de l'œuvre de Jung. Je vous ai dit au début de cette émission qu'il semblait bien que la psychologie française, après avoir été tellement brillante dans la seconde moitié du dernier siècle, s'était quelque peu endormie après les succès de l'école viennoise avec l'affirmation de la notion d'inconscient par Sigmund Freud. Pour comprendre ce qu'un Autrichien comme Sigmund Freud et ce qu'un Zurichois comme Carl Gustav Jung doivent à la France, nous allons retracer très rapidement cette histoire de la psychologie chez nous. Oh, je ne veux pas vous faire un cours didactique, ce serait absurde. Si vous le voulez bien, nous allons simplement très rapidement feuilleter quelques-unes de mes notes de travail. Il y a eu tout d'abord, au début du siècle dernier, Maine de Biron, qui avait affirmé un moi conçu comme activité de l'esprit. Et puis, c'est également au début du siècle dernier qu'en France, nous avons eu un Pinel qui libéra pour la première fois les fous de leur chaîne, car partout jusque-là dans le monde entier, on enfermait très étroitement, on encerclait en quelque sorte les fous avec des chaînes. En 1822, Bell isola cliniquement une maladie mentale, la paralysie générale. Et puis, nous passons des années. Nous avons Charcot, qui vécut de 1825 à 1893 et qui fut le maître de Freud. Freud a gardé envers Charcot une telle reconnaissance qu'il a donné à son fils aîné le prénom de Jean Martin, en souvenir précisément de Jean-Martin Charcot. Freud, rappelons-le, était arrivé à Paris à l'automne de 1885 en qualité de boursier. Et Freud reconnaîtra avoir entendu à la Salpêtrière Charcot dire à Boirdel: à l'origine de l'hystérie, il y a toujours quelque chose de sexuel, ce qui fut vraiment une des idées majeures, sinon l'idée majeure de Freud. Ensuite, Freud est allé à Nancy, où il a étudié auprès de Liébaud et de Bernheim. Ceci se passait à la fin de l'année 1889, et Freud reconnaîtra l'importance de l'enseignement qu'il reçut à Nancy. Il écrira en effet dans Ma vie et la psychanalyse: c'est là que je reçus les plus fortes impressions relatives à la possibilité de puissants processus psychiques demeurés cependant cachés à la conscience de l'homme. Il y a eu également Janet, et Janet aurait pu, alors lui vraiment, défoncer Freud, et il faillit faire de la psychanalyse sa découverte à lui, et puis une découverte française. Ainsi, en 1889, il écrit à propos du rôle néfaste des souvenirs oubliés: l'idée agit inconsciemment, trouble la conscience et provoque tous les accidents de l'hystérie et de la folie. La pensée subconsciente peut entretenir le malade dans un état de peur, de tristesse, sans qu'il sache pourquoi il est ému. J'évoquerai pour mémoire l'essai sur les données immédiates de la conscience de Bergson, l'importance de celui-ci. Il y a eu en 1898 les observations de Binet sur les enfants au point de vue médical et pédagogique. Nous avons eu également Théodule Ribot. Il fut à son intention créé au Collège de France, grâce d'ailleurs à l'intervention de Renan, une chaire de psychologie expérimentale et comparée. Il recommandait d'ailleurs à ses élèves une formation scientifique et une très rigoureuse spécialisation dans un champ déterminé de la psychologie. Nous avons là une conception actuelle des études psychologiques.